Et bonsoir tarte au citron. J'espère Coucou! que tu vas bien. Bonsoir tout le monde! Mouah. Quel plaisir de t'avoir avec nous ce soir dans un nouveau rôle pour le coup, un rôle Tout de à fait. plus sur cette chaîne. Bon, on te présente plus, hein. Y a plus besoin de toute façon, on te connaît. Comment ça? Comment ça? Présentez-moi, je vous en supplie. On te, on t'a retrouvé donc sous les traits d'Anna pour le coup, on t'a retrouvé sous les traits de Joséphine dans Garou, et on te retrouve ce soir sous les traits d'un nouveau personnage que je vais te laisser présenter comme tu le souhaites pour le coup. Je vais être assez brève. Mon personnage s'appelle Lucie Oswald. Elle est née et a vécu dans la ville de Strasbourg. Euh, et vous entendrez plus souvent parler d'elle sous le nom de Sœur Lucie, puisque elle a rejoint le couvent. Voilà. Tout à Je fait. pense que pour l'instant, on va en rester là. C'est très bien, très belle présentation. Et bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence cette aventure ensemble ce soir, pour le meilleur et surtout pour le pire. Priez pour moi. Nous sommes le 2 octobre 1203. Nous sommes dans le couvent de Sainte-Croix de Strasbourg, dans la ville de Strasbourg, au cœur de l'ordre des Sœurs de la Miséricorde. Lucie, ça fait 3 jours que tu es extrêmement malade. Quand je dis extrêmement malade, tu as des nausées extrêmement fortes, de la fièvre très puissante. Tu as passé pas mal de jours à vomir, à avoir du mal à te nourrir, au point même que tu es obligé d'être alité, que tes sœurs t'ont confiné dans ta chambre et que très peu de personnes ont le droit de venir te voir. Tu passes un calvaire, véritablement. Tu luttes. Chaque jour qui passe, chaque heure de la journée pour survivre, pour que ton corps résiste à cette maladie. Dans les faits, c'est une grippe. Hein. Bon, la grippe à l'époque, ça soignait pas bien. On n'avait pas le Doliprane, tout ça. Non, non, ça soignait pas très bien. Non, 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 là, ça fait mal. Du coup, c'est pas fou, on va pas se mentir. Au Aidez-moi. secours. Du coup, tu es extrêmement malade C'était et... du sang, non? Pardon. C'était du sang, non? Oh, mes poumons. Oh, bah... Oh non. Ils sont partis. Au secours. Non, elle n'a pas le coco. Non, 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 attention. Du coup, eh bien, tu es extrêmement malade. Tes sœurs s'occupent de toi, bien évidemment. Elles passent te voir, etc. Te ramener du miel, te ramener des fois de la bière un petit peu pour essayer de te désaltérer, etc. Au final, rien n'y fait. Et vraiment, tu passes un véritable calvaire. Tu sais que tu espères que ça passera. Tu as déjà vu de tes sœurs mourir de cette maladie, parce que c'est des choses qui arrivent souvent, et puis même d'autres personnes du peuple. Malheureusement, ça s'est tombé dessus et c'est un petit peu perçu de manière générale comme une punition divine, comme si tu avais causé quelque chose de mal et que Dieu te punissait d'avoir péché sur quelque chose. Dans les faits, tu sais que ce n'est pas le cas et tes sœurs te soutiennent là-dessus, mais la mère supérieure n'est pas forcément du même avis, pour le coup. Dans le sens où, à l'heure actuelle, si tu pouvais y laisser ta peau, elle serait peut-être pas très mécontente, tu vois. C'est pas très gentil, ça. Ah bah non, pas très gentil. La vieille Alors après, je pique. comprends. Les épidémies à l'époque, ça pardonne pas, donc elle a pas très envie que ça se répande. Je On, peux comprendre. on peut partir de ce postulat-là, effectivement. Nous sommes donc le 2 octobre et il est à peu près 21 h. Tu as passé une journée vraiment horrible à te tordre dans tous les sens, à essayer de lutter contre cette fièvre. Tu dois avoir facile 40 de fièvre, à boire le peu d'eau que tu peux, à essayer de manger un petit peu, mais tout ce que tu manges, tu le dégurgites tout simplement. Et tu vois, pour le coup, qu'il y a une de tes sœurs qui s'approche. Ce n'est pas une de tes sœurs très proches hein, que tu connais. C'est sœur Thérèse qui se ramène et qui en fait te donne
un bol de soupe, un espèce de gruau, tu sais. Ça sent très bon pour le coup. Malgré ça, ça te donne envie de gerber. Mais tu vois qu'elle s'approche de toi, elle t'aide à te redresser, etc. Et elle te regarde assez solennellement et puis triste en fait. Je t'en prie, ma sœur, essaye de manger quelque chose. Faut vraiment que j'essaye encore. Il faut que tu reprennes des forces, sinon tu ne vas pas, tu ne vas pas tenir. Je vais juste tendre la main péniblement pour prendre le bol, la cuillère. Enfin, essayer de me redresser d'abord dans le lit. Euh, Clairement, le moindre geste, je suis déjà en sueur. Tout à fait. Je suis au bout de ma vie. Euh, Du coup, ça fait 3 jours que je mange pas, Ça fait 3 jours que tu manges pas, ouais. concrètement. Euh, Ouais. T'as perdu 4-5 kilos, enfin voilà, c'est l'enfer, honnêtement, c'est l'enfer. Ouais, bah je vais quand même faire l'effort. En plus, bah, elles font l'effort d'essayer de me préparer quelque chose. J'essaye encore. Du coup, tu commences, tu sais, à prendre la cuillère en bois qu'elle t'a donnée, et vraiment avec, bah, à la fois de l'entrain et en même temps un peu de dégoût, parce que ça sent bon, mais t'arrives pas à manger. Tu commences, avec le peu de force que tu as, à essayer, tu sais, bah, tu prends quelques haricots, ce genre de truc. Tu commences à le manger. Quand tu commences à manger ça, le goût est immonde. Mais vraiment, t'as l'impression de bouffer eh bien un plat, tu vois, qui est comment dire, pas fermenté, mais qui est pourri depuis 4-5 jours. C'est horrible. Je me retiens de le garder en bouche. Est-ce que tu manges quand même la tambouille ou pas? Mhm. Mhm. Du coup, je vois l'intoxication alimentaire qui arrive. Du coup, tu manges et tu vois Excusez-moi. que bon, elle a l'air un peu ravie que tu te forces à manger, mais c'est vraiment horrible, honnêtement. Hmm. Si je mange 3 cuillères, je suis contente. Ouais, bah c'est littéralement ce que tu vas faire. Tu vas pas pouvoir manger plus. Mhm. Et en fait, bah, une fois que tu as fini ça, tu vois qu'elle t'aide à te réinstaller dans ton lit, le lit est complètement trempé de sueur, etc. Et elle essaye bon, bah, de te replacer comme elle peut, de te mettre ton coussin derrière la tête, etc. De te redonner un peu d'eau. Et tu vois qu'elle te dit, j'espère que ça te fera du bien. Je repasserai dans quelques heures. Merci. Tu commences donc à te poser. Et quand tu te poses, en fait, tu te sens de plus en plus mal. Tu sens que ce que tu as mangé est en train de bouillonner dans ton corps. Comme si, d'une certaine manière, eh bah, c'est en train de faire un mauvais mélange. Alors, je parle pas, encore une fois, d'intoxication alimentaire, mais comme si ça te brûlait de l'intérieur. Comme si ce que tu avais mangé était extrêmement nocif, en fait. Et que ton corps ne voulait pas le rejeter, qu'il l'avait quand même emmagasiné, mais que c'était horrible. Et d'un coup, En vrai, là, je suis juste. Dans un sens, au bout de 3 jours, j'essaye à la fois d'accueillir la douleur, j'essaie de rationaliser en me disant peut-être qu'effectivement, on essaye de me faire passer un message étant moi-même. Je pense que les choses arrivent pour une raison et du coup, si je subis ça, c'est pour une raison. Mais j'ai pas encore trouvé laquelle. Du coup, je serre les dents, j'accueille presque la douleur et je pense que je suis à moitié en train d'halluciner aussi avec 42 fièvres. Donc, totalement. en vrai, je sais pas combien de temps se passe enfin, après le départ de ma sœur. Tu commences en fait à avoir effectivement une sorte de délire. Tu es dans ta chambre, etc. Et tu vois autour de toi les torches s'éteindre progressivement, les ténèbres venir.
s'emparer de toi. Jusqu'à ce que tu ne vois plus rien. Tu sois dans le noir total. Et tu entends un bruit d'eau au loin. Tu sais, un ploc, ploc, ploc. Comme si on jetait des cailloux dans une mare. Progressivement, une image commence à se former devant toi. Tu revois un lac face à toi, avec quelques roseaux par-ci par-là, un petit ponton en bois. Et tu vois un enfant qui est en train de jouer au bord de ce ponton, en train de lancer des cailloux. Je le reconnais immédiatement. Oui, tu sais de qui il s'agit. Je... Tout de suite, j'essaye de me redresser. Je dis non, non. Non, reste pas là. Ne reste pas là. En fait, tu J'essaye d'avancer, Tu commences à avancer, tu te rends de me compte que déplacer. tu es lente, que Mm. tu es à la vitesse d'un enfant, et que tu es en train d'avancer, tant bien que mal, vers cet autre enfant, pour le coup. Tu vois sa tête se tourner vers toi. Tu reconnais, parmi des milliers, le visage de ton frère. Et tu vois un sourire qui commence à naître sur son visage. Et tu le vois basculer dans l'eau. Là, je sais pas s'il y a quelque chose qui sort de ma gorge, mais j'ai vraiment, je pousse un hurlement. Tu peux parler, tu peux hurler. Hein. Tu t'entends hurler, il n'y a pas de souci. Ouais. Non, mais comme je suis dans un délire où, enfin, je sais pas ce qui sort en vrai ou pas de ma bouche, mais Hmm. vraiment, si je peux, c'est un hurlement qui sort et j'essaye vraiment de me précipiter. Je sais pas si mon corps me porte à ce moment-là, Si, tout après à fait, tout 3 à jours, fait. mais... Ok, bah du coup, je m'élance vraiment en avant. euh, et, et je m'arrête au bord du ponton et je cherche des yeux où il est en criant son nom. En disant, Mathieu! Mathieu, t'es où? Mathieu! Tu vois une espèce de forme dans l'eau, tu sais, qui est en train de descendre progressivement. Elle est déjà loin de moi. Non, elle est encore assez proche. Tu pourrais Du plonger coup, pour essayer de j'essaie. le rattraper. C'est ce que je fais. Je n'hésite pas, je plonge. Tu commences à plonger du coup dans cette eau. Et en fait, au moment où tu plonges, tu commences à aller à la recherche de ton frère qui est en train de se faire tirer. Et tu vois des mains tout simplement fantomatiques, ombresques, qui commencent à l'attraper et qui le tirent vers le bas en fait, tout simplement. Qui le tirent au fond de l'eau. Euh, du coup, en fait, je nage encore plus vite. Je garde ma salive, je garde mon souffle. Et vraiment, là, j'ai la peur qui monte comme la première fois, en fait. Et je nage jusqu'à lui, j'essaye de plonger là où il a été attiré. Au moment où tu plonges et tu commences à essayer de le rattraper, vos mains se frôlent. Mais malheureusement, tu n'arriveras pas à le rattraper. Ce sont les ombres qui l'emportent. Tu te vois ensuite de nouveau entouré des ombres. Et te réveiller sur le ponton. Face à toi, il y a ton père et ta mère qui te regardent. Tu sais, comme si toi t'étais allongé et du coup tu voyais leur visage qui te regardent. Et tu commences à les entendre parler. C'est ta faute. Tu aurais dû mieux t'en occuper. C'était ta responsabilité. Non, non, j'ai rien pu faire. Arrêtez. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On devrait peut-être s'en débarrasser. Elle nous sert à rien. Non, c'est pas-
Tu te vois ensuite marcher dans un long jardin où il y a des roses extrêmement belles pour le coup, qui sont en train de joncher tu sais, tout un parterre. Et tu vois aussi des chrysanthèmes, ce genre de choses. Et vraiment, ce jardin est extraordinaire, il est magnifique. Un jardin que tu te rappelles parmi des milliers. C'est le jardin qui jonchait votre domaine pour le coup. Un jardin dans lequel tu as passé des années à jouer avec ton frère. Jusqu'à ce que, quand tu te rapproches, tu le vois courir au loin, joyeux comme il l'a toujours été, toujours plein de fougue, à faire des bêtises, à bousculer les serviteurs, etc. À renverser de l'eau sur les animaux pour les embêter quand ils dorment, ce genre de choses. Pour toi, il est là, il est encore là, il l'a toujours été de toute façon. Et puis... Euh, Non, je t'en prie, oui, je t'en du prie. coup, Non. si je le vois, je pense que automatiquement, je vais aller dans sa direction un peu, euh, pas en transe, mais j'essaie plus forcément de l'appeler, je vais juste me laisser guider vers, comme si je sentais qu'il essayait de m'amener quelque part, ou peut-être qu'il essayait de me dire quelque chose, comme, comme il le fait souvent. Mais il commence à t'emmener en fait assez joyeusement vers un point du jardin. Dans un premier temps, tu sais que c'était un des endroits où vous jouez le plus souvent. Il y avait des petits chevaux en bois, etc., qui avaient été faits par les artisans du coin. Là où vous avez joué à l'épée pour la première fois, lui qui rêvait de devenir un chevalier, de devenir quelqu'un d'extraordinaire, avec un destin incroyable, comme on aurait pu en avoir dans plein de récits, dans plein de poèmes. Il a toujours rêvé de devenir quelqu'un d'incroyable. Et tu te vois avec lui, en train de jouer, mettre des coups d'épée, de le chatouiller pour l'embêter. Son rire surtout qui revient beaucoup. Et puis, un rire qui disparaît progressivement. Tu vois ensuite une procession se déplacer, habillée de noir, complète, qui est menée par tes parents. Plusieurs serviteurs, membres de la famille, sont derrière. Et on porte un cercueil. Un petit cercueil. Je suis la procession, enfin, de loin, comme, comme une spectatrice, mais j'ai envie de l'accompagner encore vers ce chemin. Quand tu commences à rattraper un petit peu la procession, tu as une présence agréable qui te rattrape un petit peu. Tu as une main qui se pose sur ton épaule, et puis ensuite qui attrape ta petite main d'enfant. Lorsque tu vois son visage, c'est un visage qui te rassure pour le coup. Un visage que tu apprécies. Une personne qui est très chère à ton cœur. Je demande juste 2 petites secondes que je change. Cette personne, ce n'est pas n'importe qui à tes yeux. C'est celui qui t'a tout appris. Celui qui s'est occupé de toi là où tes parents ne l'ont jamais fait. Là où tes parents t'ont abandonné. Il s'agit de Simon, ton précepteur. Lui qui est arrivé quelques mois après le... Même pas quelques jours, semaines après le décès de Mathieu. Et tu le vois te faire un sourire sincère, aimant, comme on peut le faire à un enfant qui est plein de vie et tu le vois serrer un peu ta main. Je la tiens comme une bouée, vraiment, je m'y accroche. Je le regarde et je lui demande qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Ce n'est que le début d'un voyage. Mais je saurai où t'emmener. Il y a plein de choses que tu dois découvrir. Mais il faut que tu l'acceptes. Ce n'est pas de ta faute. Et à ces paroles, en fait, tu te retrouves quelques années plus tard, d'un coup, dans le couvent, suite à une décision qu'on t'a plus ou moins imposée d'une certaine manière. Toi qui ne voulais pas te marier, toi qui n'as jamais voulu de cette vie de servitude auprès d'un mari potentiellement violent ou autre chose qui... Non. Cette décision d'avoir rejoint le couvent pour te protéger, de t'éloigner de tes parents, de t'éloigner de cette vie dont tu ne voulais plus. Tu te vois pousser en fait les portes du couvent pour la première fois, avec un mélange de colère, d'excitation. Mais vraiment, cette colère qui est en toi, qui bouillonne pour le coup, elle n'est pas dirigée contre ta famille, elle n'est pas dirigée contre toi-même, elle est dirigée contre ce jour où tu n'as pas pu le sauver. Ce jour-là où tu étais trop faible. Ce jour-là où tu t'es juré de pouvoir aider le plus de monde possible. Commence donc à avancer dans le couloir du couvent, comme on peut voir derrière. Et tu vois pour la première fois la mère supérieure, pour le coup. Mais son visage n'est... Enfin, tu reconnais ses vêtements, mais tu ne vois pas son visage, qui est très flouté. Tout ce que tu as envers elle, ce n'est que du mépris, ce n'est que de la colère. C'est un peu la personnification de ta mère, d'une certaine manière. Elle qui t'a renié, et elle qui va t'imposer une rigueur extraordinaire, qui t'a détesté tout le long de ton passage dans le couvent, et qui te l'a montré ces derniers jours, pour le coup. À espérer peut-être que si tu pouvais passer l'arme à gauche, le monde s'en porterait mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Elle est face à moi là. Oui, tout Elle à fait. m'attend. Ouais. En fait, je lui en veux pas. Parce que malgré sa colère et sa haine, elle m'a appris la rigueur, elle m'a appris la discipline et elle m'a permis d'évoluer dans une vie qui m'a apporté plus que ce qui m'attendait. Et non, je lui en veux pas. Je la regarde et il n'y a pas vraiment de colère contre elle, il y a juste de la résilience. Juste pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi, effectivement. Et tu entends maintenant sa voix qui résonne. Je n'aurais jamais dû accepter quelqu'un comme toi parmi nous. Tu nous fais honte. Tu fais honte à notre ordre. J'espère que tu partiras comme il est parti. Ce n'est pas à vous d'en décider. C'est à lui. Du coup, à ce moment-là, tu vois sa forme disparaître. Tu te vois de nouveau arpenter les couloirs du couvent pour te diriger vers la bibliothèque. Là où tu as passé des heures et des heures et des heures
à réfléchir sur énormément de choses, énormément de sujets, à essayer de comprendre tous les mystères que le monde avait à t'offrir. Mais surtout, d'avoir peut-être un jour le moyen de le revoir, de lui reparler, de pouvoir l'entendre. Tu sais, tu sens qu'il ne t'a jamais abandonné. Malgré tout, tu t'en veux. Il doit bien y avoir une solution. Sinon, pourquoi Dieu aurait fait tant de choses aussi belles dans ce monde? Tout n'est pas réduit à enfer, damnation et une vie austère. Lui qui a si peu vécu. Et tu vois Simon, de nouveau, qui est présent. Lui qui est venu te voir assez souvent dans le couvent, en train de te proposer des livres à lire, de discuter de sujets philosophiques, etc. D'essayer de te distraire d'une certaine manière, mais en même temps, sans perdre cet objectif général que tu as eu. Merci Jacek, merci beaucoup. Merci pour le sub, je te remercie. Et à ce moment-là, tu le vois te tendre un premier livre, pour le coup. Un livre un peu étrange, qui est relié, qui est fait en peau en peau d'agneau, tu sais, avec quelques petites inscriptions dessus, par-ci, par-là. Quand tu commences à l'ouvrir, il y a des inscriptions que tu ne reconnais pas, comme si les mots et les lettres ne formaient pas grand-chose, mis à part des symboles cryptiques qui n'avaient aucun sens. Mais pourtant, ce livre semble avoir toutes les connaissances possibles. Comme si c'était le seul moyen de pouvoir se libérer de tout ça. La seule chose qui te permettrait de le revoir. Et tu entends de nouveau la voix de Simon. Je sais ce que tu cherches. Je sais que nous pourrons trouver une solution. Il faut que tu me fasses confiance. Je te promets qu'un jour tu le reverras. Ce jour n'est peut-être pas maintenant, mais il arrivera bientôt. À part juste... Comme j'ai une confiance aveugle en Simon, donc je le regarde et je lui dis... Il avait tant de choses à faire encore. Il était capable de tant... C'est pas juste. J'aimerais comprendre pourquoi c'est lui qui a été enlevé, et pas moi. Est-ce que j'aurai ces réponses s'il revient? C'est à ce moment-là que tu vois la vision se troubler, Simon partir en fumée progressivement, te retrouver de nouveau dans les ténèbres, la tristesse venant s'emparer de toi progressivement, le néant total, le rien, l'incapacité de pouvoir faire quelque chose, le poids des paroles de tes parents qui reviennent encore et encore et encore. C'est de ta faute. Tu aurais dû le sauver. Ce n'est qu'une bombe à rien. Il faut s'en débarrasser. On aurait dû peut-être la tuer quand elle était encore jeune. Et puis, encore une fois, la voix de la mère supérieure. Tu ne serviras jamais bien l'ordre. Dieu ne voudra jamais de toi. Et d'être dans cette spirale progressive. D'avoir l'impression de s'enfoncer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Tu te sens même, dans ces ténèbres progressives, avoir tes jambes emprisonnées dans le sol. Et commencer toi aussi à te sentir aspiré comme dans des sables mouvants. Est-ce que tu fais quelque chose ? J'essaye d'occulter ses voix. Et
d'amener mes pensées et surtout mes prières vers quelque chose de plus haut. Parce que c'est ça qui m'a guidée toutes ces années et c'est la seule chose à laquelle je m'accroche. Parce que je sais que ces voix, elles ne peuvent pas m'atteindre. C'est lui qui prendra la décision finale. Et à ce moment-là, tu es sur le point de t'enfoncer complètement. Tu vois que il y a juste ta main qui dépasse. Tu sens une autre main qui te tire, qui te ramène. Et là, tu te retrouves dans les ténèbres une nouvelle fois, mais encore une fois avec ce parterre de fleurs magnifiques. Les roses, les chrysanthèmes, quelques marguerites par-ci par-là. Et face à toi, il y a un jeune homme. Je vais demander 2 petites secondes, je dois juste le sélectionner. Voilà, hop. Il y a un jeune homme qui doit avoir ton âge. Qui a la peau extrêmement pâle, mais que tu reconnaîtrais parmi des milliers. Qui te fait un sourire. Comment c'est possible? Je t'avais dit qu'on allait y arriver. Je t'avais dit qu'on deviendrait quelque chose de bien. Je suis désolée, Mathieu. Je voulais pas. J'aurais dû faire quelque chose. Mais j'ai pas pu. Le courant y était trop fort. Allons, c'est pas de ta faute, je le sais. Mais il faut que t'en prennes conscience. Et puis je t'ai jamais abandonné depuis tout ce temps. J'ai toujours été là. Puis je serai toujours là. Je sais. Et j'ai encore besoin de toi. Je te promets que j'arriverai à faire quelque chose pour te ramener. Pour de vrai. Il faut juste que tu te pardonnes. C'est pas de ta faute. Je sais pas si je peux. Tu vois qu'il te tend sa main, pour le coup, afin que tu viennes jusqu'à lui. Est-ce que tu l'attrapes? Qu'est-ce que tu fais? J'avance vraiment hésitante d'abord. J'ai quand même quelques secondes de, de confusion. Je, je- Parce que même si je reconnais ses traits, je reconnais pas le visage. Et au final, je lui tends la main et j'avance d'un pas décidé. Tu attrapes sa main extrêmement froide, qui te rappelle la froideur de la main que tu avais attrapée quand il était enfant, lorsqu'il venait juste de se noyer. Que tu as essayé de le bouger, de le faire revivre d'une certaine manière en espérant que tes prières pourraient être entendues. Mais en même temps, cette main froide reste extrêmement chaleureuse. Tu te sens complète d'une certaine manière. Comme si l'autre partie de toi était présente et qu'elle était en train de revenir progressivement. Et tu vois qu'il te fait une étreinte chaleureuse, progressivement, peu à peu. Puis finalement, les ténèbres, de nouveau, vous entourent. À ce moment-là, tu te réveilles par terre, sur le sol.
Tu sais pas si c'est du couvent ou quelque chose, mais sur un sol de pierre, extrêmement froid. Autour de toi, il y a une énorme pièce, faite d'énormément d'alcôves, etc. Un peu comme une cathédrale ou des catacombes. Tu n'es pas sûr. En tout cas, c'est extrêmement bien élaboré. Un génie d'architecture. Et, j'ai la force de me relever. Tout à fait. Tu te sens mieux même, pour l'instant. D'une certaine manière, d'ailleurs, tu peux te lever. Alors t'es pas dans, tu peux pas faire un marathon, on va pas se mentir, mais tu te sens mieux. C'est ça. Pourtant, Déjà vu. Ta da 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 ta ta. ok, donc des catacombes. Ouais. Est-ce qu'elles me disent quelque chose? Est-ce que c'est un endroit que j'ai peut-être déjà visité Non, ou... clairement pas. Déjà, tu te demandes comment t'es arrivé ici. Ok. Et est-ce que je sens que je suis encore malade? Est-ce que j'ai l'impression que c'est quelques heures après, quelques Tu as la sensation jours? d'être toujours malade, effectivement. Et tu peux, en fait, même t'approcher. T'as des torches qui sont posées, tu sais, qui sont allumées pour le coup. Quand tu commences à t'approcher des torches, tu vois que tes mains, en fait, tu as les veines qui ressortent de tes mains, etc. Vraiment visibles. Tu as la peau pâle, en fait, et t'as pas l'air d'être en forme, quoi. Mais bon, ça va. Pour l'instant, ça va. Ok. Donc effectivement, si je peux prendre une des torches, je vais le faire déjà pour m'éclairer, mais aussi pour me tenir chaud, parce que Oui. je pense que tu es encore passablement refroidi. Et je vais commencer à regarder autour de moi un peu, savoir si je suis profondément enfoncée dans les catacombes, s'il y a une sortie dans les parages. Est-ce que je sens de l'air frais quelque part où je peux me Ouais, tout à diriger? fait. Il y a de l'air frais qui émane d'en face de toi, en fait, pour le coup. Le reste est un petit peu plus cloisonné. Tu sais pas trop comment t'es arrivé ici, mais il y a dû avoir des passages secrets ou quelque chose. En tout cas, il y a de l'air frais qui émane d'en face de toi. Pour l'instant, c'est la seule solution où aller. Du coup, juste avant d'avancer, je vais quand même appeler en disant Hey, il y a quelqu'un? Du coup, Est-ce que t'entends quelqu'un m'entend? ta voix qui résonne au loin. Pas de réponse. Du coup, je vais commencer à avancer vraiment à petits pas, déjà pour me ménager et pour observer ce qu'il y a autour de moi, pas rater une sortie, une inscription, un écriteau qui pourrait m'indiquer où je suis et ce que je fais là. Tu commences à progresser pour le coup. Et en fait, déjà, t'as la sensation d'être observé de tous les côtés. Comme si chaque mur, chaque aspérité, chaque obscurité, chaque ombre qui est présente est là, en train d'évaluer ce que tu fais. Tu commences donc à avancer pour finalement commencer à arriver dans une énorme pièce avec des sculptures dans tous les sens. Des sculptures vraiment magnifiques pour le coup, qui rappellent de l'art gréco-romain, en partie. Et surtout, en fait, au milieu, un espèce de cercle où il y a, encore une fois, comme dans le premier épisode de lundi, un énorme bassin où il y a une substance à l'intérieur. Tu vois qu'il y a aussi un lutrin qui est en pierre, en marbre, qui est juste face à ça. Et tout autour, en fait, tu vois qu'il y a des bancs en marbre qui sont posés. Enfin, en pierre, pardon, pas en marbre. Des bancs en pierre qui sont posés. Comme si, en fait, tu venais de rentrer dans une chapelle. Mais une chapelle enterrée. Une chapelle cachée. Et quand tu commences à t'approcher, tu vois qu'il y a des formes qui se déplacent et qui vont commencer à s'installer sur les bancs. Des formes humaines? Des formes humanoïdes, ouais. Ok. Euh, J'hésite.
je vais d'abord m'approcher silencieusement. Euh, Il y a de quoi poser la torche. Oui, tu sais, t'as des porte-torches. Tu peux poser ta torche, voilà. Je vais poser une vers l'entrée de la chapelle Ouais. et m'avancer aussi, suivre un peu le mouvement en fait, essayer de comprendre. Parce que j'imagine ça a l'air un peu solennel, leur façon aussi de s'installer. Tout à fait, t'as l'impression que c'est très ritualisé, tu sais, t'as le premier rang qui Ouais. s'installe. Mais les gens sortent des ombres en fait. Tu les vois, alors tu les vois un peu plus précisément parce que tu commences à t'approcher. Ils sont habillés avec une capuche sur la tête, des vêtements de moine en fait, pour la plupart, ou de sœurs. Et en fait, tu ne vois même pas leur visage ni les yeux qui brillent dans la nuit, dans l'obscurité. Juste des formes qui se déplacent. Comme si tu étais face à des spectres, d'une certaine manière, qui sont en train de s'installer. Le premier rang est en train de se remplir, puis le deuxième, puis le troisième. Ouais. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que du coup, un peu suivre ce mouvement. Je crois que, en vrai, je suis pas trop sûre d'être encore dans mes visions ou si je suis revenue vraiment à la réalité. Donc, en fait, je vais avoir cette envie, cette curiosité vraiment de comprendre ce qui se passe et je vais m'asseoir sur un des bancs tout à l'arrière, essayer de me faire toute petite. Bah, en fait, quand tu vois que les bancs continuent à se remplir, quand tu commences à t'approcher du coup du banc, d'un des bancs à l'arrière, qui est en train de se remplir, tu vois une des formes qui s'approche de toi et qui pointe du doigt dans la direction de l'hôtel. Tu vois une main, pour le coup, un doigt un petit peu déformé, un peu cadavérique. Comme si la chair avait plus ou moins été arrachée de ce doigt. Je vais juste la regarder un peu surprise et genre moi, je- c'est à, c'est à moi que vous dites d'y aller. Tu Enfin, vois sans parler, mais genre. Oui, c'est moi. Il n'y a pas de réponse. Tu vois juste le doigt qui est pointé, comme ça. Bah, du coup, je vais suivre la directive et avancer un peu, pas rassurée quand même, du coup, un peu confuse. Et bah, essayer de percevoir soit dans un visage, soit dans l'installation ouais, de ce rituel, ce qui se passe en fait. Quelque chose que peut-être j'ai déjà vu, connu. Chercher vraiment des réponses parce que là, je nage dans l'inconnu. Tout à fait. Tu commences à t'approcher, du coup, progressivement, de ce bassin que tu vois face à toi, qui, malgré la lumière ambiante, etc., t'as du mal à déterminer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y a une eau un peu visqueuse dedans, qui est un peu étrange, et tu vois qui se mouvoie doucement, qui pas qui bouillonne ni quoi que ce soit, mais tu sais, ça fait un peu comme un flot, comme si t'étais face à un petit bassin, enfin un petit étang, tu vois, avec juste un petit peu de mouvement à l'intérieur, très léger. Il y a quelque chose dedans ou du vent qui pourrait expliquer le Non, mouvement. oh non, non, mais c'est plus comme un courant en fait, tu vois. Hmm. Enfin, ça, c'est l'effet que ça donne. Pour le toit, c'est l'effet que ça donne. Ok. Je vais aller tremper le doigt. C'est de l'acide, au secours. En vrai, c'est tentant. Tu peux essayer si tu veux. Hmm. Je vais pas forcément mettre le doigt dedans, mais je vais vraiment m'approcher, du coup, super intriguée par ce mouvement. Pendant quelques secondes, je vais peut-être être un peu happée, en fait, par ça et juste oublier, mais ouais, vraiment quelques secondes, oublier en fait ce qui se passe et genre regarder ça comme si, en me demandant mais ce qui se passe. Tu commences à observer du coup ce bassin et en fait, ouais, le flot de l'eau
enfin de cette eau visqueuse, est attirant. Il est agréable en fait, il semble te bercer, te rassurer d'une certaine manière. Et tu ne sais pas ce que c'est dedans, mais t'en es sûr, ce n'est pas de l'eau. Je peux t'autoriser un jet de médecine si tu veux. Premier jet de la soirée. J'ai droit à un jet. J'ai mis où Fandry? Là, voilà. Euh, C'est intelligence médecine. Intelligence médecine, tout à fait. Intelligence. Waouh, c'était Waouh. nul. T'es pas sûr de ce que c'est. Vraiment. En même temps, il fait noir. Je suis un petit peu confuse, malade. Il y a des circonstances atténuantes, on va pas se mentir, voilà, il n'y a pas de problème. Non, je pense surtout que même si je me pose des questions, peut-être que mon esprit est trop dispersé par tout ce qui se passe pour être vraiment aussi concentré que sur ça et j'arrive pas à m'arrêter dessus non plus très longtemps. Il y a un moment où je vais relever la tête et bah du coup je me retrouve au milieu de c'est quoi une estrade? C'est un Ouais, en fait, considère qu'effectivement, endroit, tu sais, t'as quelques petites marches à monter, d'arriver devant ce bassin, et t'as le lutrin qui est, bah, du coup, encore une fois, un peu plus élevé. Clairement, il Ouais. domine toute l'assemblée, et bah, on attend qu'il y ait une personne qui arrive, quoi, clairement. Il y a quelque chose posé sur le lutrin? Oui, il y a un livre qui est posé. Alors je vais aller. Ma prochaine étape, ce sera de m'approcher du lutrin. En attendant qu'on me dise quoi faire, je Bah, vais. au moment où tu commences à regarder un petit peu le lutrin par curiosité, etc., et penser à te dire je vais me déplacer là-bas, tu vois qu'il y a une forme qui commence à se ramener, accompagnée de deux autres sur les côtés. Tu vois qu'ils commencent, alors qu'ils vont aller au pied du piédestal, enfin du lutrin où se trouve une personne qui est en train de monter. Au vu de leur forme et au vu des vêtements qu'elles portent, ce sont des femmes, clairement. Elles ont des tenues de sœurs qui sont plutôt légères pour le coup. Qui sont faites de soieries. Vraiment, en fait, tu vois les drapés qui volent doucement, tu vois. Comme si c'était très cryptique, comme si tu étais face à des formes fantomatiques encore une fois. Et tu vois que sur les côtés, deux torches s'allument dans l'obscurité. Commencent à illuminer progressivement la pièce. L'assemblée derrière toi, qui ne fait aucun bruit, tu le sens être fixé par tout ça. Et une personne arrive au niveau du lutrin. Cette personne ressemble à ceci. C'est une femme. Tu pourrais lui donner entre 70 et 80 ans. Elle est extrêmement ridée, fatiguée, un air extrêmement perçant. Et tu vois que ses yeux sont creusés, au point même que tu as l'impression d'être face à un cadavre, d'une certaine manière. Et tu vois commencer à regarder l'assemblée, te regarder, pour finalement prendre la parole. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis ce soir pour assister à la renaissance d'une de nos sœurs, à l'acceptation de sa nouvelle condition, mais également son ascension dans notre monde. Lucie Oswald, approchez-vous du bassin. Du coup, je m'approche vraiment précautionneusement. Un peu. Pour l'instant, j'ose pas dire un mot, mais j'ai vraiment le regard interrogateur, genre. Nanny the fuck. Qu'est-ce qu'on attend de moi? D'où ils connaissent mon nom? C'est qui ces gens? Au secours. Afin de renaître parmi les nôtres et de devenir quelque chose de meilleur, afin que le divin vous accepte de nouveau en son sein, vous devez être de nouveau baptisé.
À ce moment-là, du coup, t'as des personnes qui se lèvent derrière toi, qui s'approchent de toi, et en fait, qui vont t'enlever tes vêtements. Pardon? Oui, non, mais sérieux, sérieux. Ok. Bah, je vais clairement me débattre, dire mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez ça tout de suite! Quand tu commences à voir leur visage, c'est de l'effroi total. Tu es face à des visages extrêmement déformés, des mâchoires complètement arrachées. Des personnes bossues. Certains ont l'air d'être touchés par la lèpre, une lèpre monstrueuse. Et tu vois qu'ils te font un sourire. Ce n'est qu'un passage. Ne t'inquiète pas. Ok, je suis rassurée. Ok, ça me va. C'est bon. Non, C'est... non, c'est bon, je... Non, mais ça te Hop, les tétanise. gars. Vraiment, c'est l'horreur de ces personnes-là te Ouais. tétanise. Tu es vraiment paralysé. Ah bah du coup, ça me coupe dans mon élan direct. Il y a plus un mot qui sort de ma bouche, même si j'en avais envie, ça... C'est mort. Tu vois que du coup, ils t'enlèvent tes vêtements. Alors, ils sont doux, hein. Alors dit comme ça, voilà. Mais vraiment, en fait, ils t'enlèvent tes vêtements. Tu vois, très ritualisé, vraiment progressivement. Et en fait, on te fait ramener une nouvelle tenue qui est blanche, immaculée, vraiment. Symbole de pureté totale. Et qu'on t'enfile pour le coup. Tu sais, un peu comme comme une tenue de baptême, en fait, tout simplement. Tu sais, la robe de baptême. Mm. Du coup, tu es changé, tu es face à tout ça. Et tu vois qu'elle tend la main devant elle. Maintenant, plonge dans le bassin. Je... J'ai un instant où je ne bouge toujours pas. Je regarde autour de moi, je cherche à la fois une sortie et... J'allais dire un visage amical. Y en a pas. Y en a pas. Je suis désolé, y en a pas. Peut-être qu'ils sont très amicaux, mais là tout de suite je le vois pas. Non, non, clairement. Euh, Ils sont adorables. En vrai, en off, ils sont adorables. Mais là, non. Du coup, en fait, entre toute la scène où j'ai été tétanisée, où j'ai rien pu faire, où on m'a enlevé tout... euh, comment tu dis ça? Le choix et juste la possibilité d'agir, en fait, je crois que j'ai atteint un stade où je pense qu'il y a des larmes un peu qui ont coulé silencieusement de pas savoir ce qui m'arrive et de me dire dans ma tête je me dis mais quel baptême, je suis déjà baptisée, qu'est-ce que c'est que cette église j- j'ai presque une pensée genre église satanique, euh, des adorateurs d'une entité qui n'a rien à voir avec ce en quoi moi je crois, et du coup bah quelque part j'ai un peu peur pour ma vie là tout de suite. Tu Et peux. j'arrive pas à bouger. Je la regarde et il n'y a aucun geste, il n'y a aucun son qui sort de ma bouche. Tu l'entends de nouveau prononcer des paroles pour le coup. Qui vont résonner dans ta tête. Ils furent ce que nous sommes, poussière, jouet du vent, fragiles comme des hommes, faibles comme le néant. Et à ce moment-là, comme tu es tétanisé, tu n'avances pas, on te pousse dans cet eau vicié. Tu tombes dedans. Et en fait, cette eau, qui n'en est pas, vraiment,
Tu commences à t'enfoncer dedans. Tu sens une odeur rouillée, immonde, tout autour de toi. Et surtout, le bouillonnement général et les eaux qui sont en train de bouger autour de toi. Tu es couverte d'un liquide immonde, à ton sens. Un liquide que tu maintenant reconnais comme étant du sang. Et tu commences à t'enfoncer dans le sang. Est-ce que tu essaies de te débattre? Est-ce que tu... Au début, oui. Je pense que je vais essayer et je vais avoir une pensée pour Mathieu. À ce qu'il a dû vivre. À peut-être la souffrance qu'il a dû ressentir au moment de la noyade. Et je crois que juste cette pensée va me pousser à accueillir la même chose. Et c'est exactement ce qui va se passer. Tu vas t'enfoncer progressivement dans le sang. Et à ton tour, subir le même sort que ton frère. Dans un tourment totalement différent. Parce qu'au final, lorsque tu as ta tête qui commence à s'enfoncer, tu te sens apaisé d'une certaine manière. Et tu le sens une présence de nouveau que tu as toujours senti depuis très longtemps. Et progressivement, tu sombres dans les ténèbres. Tu sens un goût rouillé dans ta bouche. Et tu te réveilles de nouveau sur un parterre de pierre, entouré de chrysanthèmes, de roses, de ces fleurs de ton jardin. Tu es toujours dans cette tenue maculée de sang, mais tu as une rose à la main. Et face à toi, il y a cette femme qui s'approche de toi et qui te regarde droit dans les yeux. Qui êtes-vous? Je suis la révérende mère Cavallini, et je suis maintenant ta mère. Tu répondras de chacun de mes ordres, et tu répandras la parole de notre Église partout où il le faut. Je t'ai sélectionné il y a longtemps. J'attendais le bon moment pour pouvoir te récupérer. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je- Quelle église? Comment ça sélectionner? La sainte matriarche m'a longtemps guidé afin de trouver quelqu'un qui serait à la hauteur. Et lorsque j'ai vu ton nom pour la première fois, je savais que c'était toi que je voulais. Je savais que tu serais la digne fille pour notre sang. Celle qui saura montrer au monde à quel point nous sommes importants. Les prochaines heures et les prochains jours vont être extrêmement difficiles. Pour l'instant, tu ne sens pas encore les effets, mais ton corps va se déformer. Tu subiras les 1000 supplices de l'enfer pour renaître, transformé, tel un ange en train de renaître. Un ange tombé sur terre qui aidera à guider les brebis égarées de ce monde et qui aidera à guider les nôtres. Je, je ne comprends pas.
j'ai voué toute ma vie au, au Seigneur. J'ai fait tout ce qu'on m'a toujours appris, tout ce qu'on m'a toujours demandé. Est-ce une punition? Bien au contraire, vois cela comme la rédemption que tu as toujours cherchée, le pardon ultime que Dieu pouvait t'accorder. Car Dieu, effectivement, est présent et nous a donné un don inestimable. Un don qui te permettra de changer tout l'avenir de l'humanité. Mais ce don est également un fardeau. Un fardeau avec lequel tu devras vivre jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment sa volonté, alors apprenez-moi. Mon- Montrez-moi ce que je peux faire. Montrez-moi ce que je dois faire. Elle te tend sa main et tu vois que son visage change pour le coup. Elle est monstrueuse. Mais vraiment, c'est de l'horreur totale. Elle est plus déformée que les deux autres que t'as vus qui t'ont emmené. Et en fait, tu vois qu'une partie de son visage est totalement squelettique, rachitique, avec plein de parties, tu sais, de peau qui ont été fusionnées avec directement au scalp pour le coup, enfin et au visage, tu vois. Et comme si elle avait été brûlée très gravement. Et en même temps, comme si elle avait une maladie de peau extraordinairement dégueulasse. On va pas se mentir. Ses mains crochues, extrêmement longs pour le coup, s'approchent de toi et la main qu'elle te tend est une main douce. Une main qui te rappelle un petit peu celle de Simon, d'une certaine manière. La main que l'on tend à un enfant. La main qu'une mère tend à sa fille. Et malgré l'horreur et, et l'incompréhension encore, j'ai envie de croire à cette rédemption qu'elle m'offre, qui, que j'espère au fond depuis un moment. Et j'attrape sa main, comme j'ai pu le faire avec Simon. Et je prie très fort que ce soit la bonne décision. Lorsqu'elle attrape ta main, elle te fait un sourire qui est très agréable et commence en fait à te guider au travers de cette procession qui est en train de se dessiner devant toi. Une haie d'honneur. Une haie d'honneur faite pour toi, où tu vois les membres de cette communauté enlever progressivement leur capuche, voir tous les visages déformés face à toi et s'incliner devant toi et la révérende mère. À part suivre en silence et continuer à me demander pourquoi j'ai été choisie, me rassurer en me disant que ce qui arrive n'arrive pas pour rien, et me raccrocher à cette idée. Et malgré sa main froide, de sentir ce côté presque chaleureux d'une mère que j'ai plus ressenti depuis très longtemps. Et progressivement, me sentir rassurée dans ce jardin que j'ai toujours connu, avec ces gens qui... Je suis sage-femme, j'ai l'habitude de voir
des maladies, des visages, des déformités et de voir l'humain derrière tout ça. Et du coup, petit à petit, ça m'effraie peut-être plus autant. La Non, peur est toujours là, mais elle est un peu tue tu te rends au compte que milieu tu de t'accommodes tout ça. effectivement de cette situation, que dans ces visages, tous aussi solennels les uns que les autres, tous aussi déformés les uns que les autres, il y a une personne, une beauté intérieure que tu apprendras à découvrir. Et au moment où tu es en train d'avancer, que tu serres la main de la révérende mère, tu sens une présence à tes côtés et un souffle léger dans ton oreille, avec seulement quelques mots. Je te l'avais dit que tu y arriverais. J'ai toujours cru en toi. Et tu es donc en train d'avancer jusqu'à ton nouveau destin et à rejoindre la matriarche.